Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, salut les cinéphages et salut à tous ceux qui sont de passage. C'est Florian. Vous avez poussé les portes du saloon et vous avez bien fait. Vous y êtes toujours les bienvenus. Et comme vous l'avez entendu, les banjos se sont tus, les rues sont vides, les barillet sont pleins, l'heure du duel approche. Mais avant ça, on aurait bien besoin d'un petit remontant pour se défroisser la crinière et se tenir bien droit dans ses bottes. Ça tombe bien, car on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau shot, consacré cette fois-ci au bien nommé Boss Level, dernier film du réalisateur américain Joe Carnahan. Et on est bien content de voir enfin ce film sortir quelque part, même si c'est en VOD sur Hulu, en l'occurrence, Covid oblige, car ça fait en effet depuis 2012 que le réalisateur rêvait de ce projet, et il n'était pas le seul, car Frank Grillo, qui sert ici d'acteur principal et de producteur, y était aussi attaché depuis la même date. Alors, est-ce que Joe Carnahan, après plusieurs films avortés, arrive à se remettre en selle avec ce Boss Level, qu'il décrit lui-même comme un jour sans fin en mode actionneur? C'est ce qu'on va voir. Et je m'arrêterai sur ce suspense insoutenable, car je vois déjà Thibaut qui astique les verres à shot, qui sort le sel et qui découpe le citron vert. Il est prêt, il est chaud. Salut Thibaut. Salut Florian. Après cette introduction, je ne peux être que prêt à en découdre, enfin ça on va voir. Tu as intérêt. Oui, en espérant qu'on soit quand même un peu d'accord sur la question. Oui, mais on verra. Mais je suis content de t'avoir pour une fois de l'autre côté du micro, puisque comme vous l'entendez, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la première fois que j'anime une émission, donc je suis tout fébrile. Et je suis content qu'on parle de ce Boss Level où l'on va suivre un personnage qui s'appelle Roy Pulvert, qui est donc joué par Frank Grillo, celui dont je vous parlais juste à l'instant, qui est un ancien soldat et qui va se réveiller un matin dans son appartement d'Atlanta, aux côtés d'une mystérieuse blonde, et qui va aussitôt se faire attaquer de toutes parts par des mercenaires de tous horizons et de toutes armes. Après une course-poursuite endiablée, il finit par mourir percuté par un bus. Ce n'est pas un grand spoil puisque ça arrive dans les 5 premières minutes. Puis il va se réveiller un matin dans son appartement d'Atlanta, aux côtés d'une mystérieuse blonde, et va aussitôt se faire attaquer de toutes parts par des mercenaires de tous horizons et de toutes armes. Je pense que vous avez compris le concept du film. Roy va vivre la même journée en mode repeat et essayer de comprendre pourquoi tout le monde veut le tuer. Il en profitera au passage pour renouer avec son fils et va même se dire que tout ça a peut-être un lien avec le travail de sa femme, interprétée par Naomi Watts, qui met au point une étrange machine à distordre le temps sous les ordres d'un oligarque crapuleux, interprété lui par Mel Gibson. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est ce réalisateur Joe Carnahan, et je me tourne vers toi, Thibaut, pour te poser cette question. Qui est-il ? Qui est-il ? Effectivement, je pense que ça vaut le coup de le rappeler parce que c'est pas un cinéaste si reconnu que ça, malheureusement. C'est pour moi un réalisateur vraiment intéressant, mais qui a malheureusement jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Il a toujours dû batailler, comme tu l'as un peu suggéré, pour faire aboutir ses projets. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a dans sa filmographie un peu deux branches de films. On a d'abord une branche de films entre guillemets sérieux. Tout d'abord Narc, qui est son deuxième film et qui est le film qu'il a révélé, qui était un polar hyper poisseux, assez nerveux et vraiment efficace. Avec Ray Liotta. Ray Liotta, ouais, c'est un des derniers grands rôles de Ray Liotta post-affranchi. Et un autre de ces films de la branche sérieuse, c'est évidemment The Grey, donc le territoire des loups, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Ou Peur grise au Québec. Alors j'ignorais, mais tu me l'apprends, de très beau titre québécois et qui était un survival assez génial. Je pense qu'on a rarement vu des morts de personnages aussi bien montrés dans un film. Et dans lequel on voyait déjà Frank Grillo qui avait un rôle. Absolument, oui, parce que Frank Grillo, c'est un grand pote de Carnahan, je crois, et effectivement, c'est pas le premier film dans lequel il apparaît. Et donc on a cette branche de films sérieux chez Carnahan, comme je disais, et à côté, une branche de films un peu plus déconnants, des films d'action un peu barrés. Il y a eu Smoking Aces, donc Mise à prix en français. Je ne sais pas quel est le titre québécois, là, peut-être que tu le connais. Non. Eh bien, les auditeurs iront chercher. Et Stretch, qui est un film un peu plus confidentiel, mais qui était aussi dans la même mouvance de films d'action, un petit peu décalé, plus porté sur le fun et l'humour, justement. Et dans ces deux branches, que ce soit justement les films sérieux ou les films un petit peu plus barrés, je trouve qu'il y a vraiment une vraie qualité d'écriture chez Carnahan, une écriture hyper ludique. Je trouve qu'il a un vrai sens du
du rythme, de la punchline, ce qui n'empêche pas à chaque fois, que ce soit dans ses drames ou ses films d'action un peu plus fun, de créer des vrais personnages et de ménager des moments d'émotion, même des fois au sein même des séquences d'action, avec, là aussi, emballé par un vrai talent de mise en scène qui est toujours ultra inventive, avec un découpage assez imparable. Donc voilà, c'est vraiment un cinéaste qui a des choses à proposer pour moi. Mais malgré toutes ses qualités, il n'a jamais réussi à se faire une vraie place à Hollywood. Il a eu droit à un blockbuster d'envergure qui était l'adaptation de la série L'Agence Tourisque, n'est-ce pas ? A-Team, absolument. Avec Liam Neeson, là encore. Ouais, déjà avec Liam Neeson comme Le Territoire des loups, qui a ses limites, mais que je trouve être un vrai blockbuster fun avec des vraies idées de mise en scène et qui malheureusement a été un assez gros échec. Et donc il a jamais réussi vraiment à s'installer. Et d'ailleurs, il a enchaîné les rendez-vous manqués en termes de blockbuster, puisqu'il aurait dû réaliser déjà Mission Impossible 3 avant qu'il ne se frite avec Tom Cruise, ce qui n'est pas très étonnant. Il ne faut pas se friter avec Tom Cruise. Voilà, mais voilà, on avait deux fortes têtes qui avaient chacun leur vision du truc et malheureusement ça n'a pas marché. Il aurait dû réaliser le remake d'Un Justicier dans la ville avant que ce soit repris par Eli Roth, n'est-ce pas ? Le film avec Charles Bronson, non ? Voilà, ce qui a finalement donné la bouse avec Bruce Willis qu'on a vu il y a quelques années. Il aurait dû aussi faire Bad Boys 3, mais là aussi ça n'a pas abouti. Il l'a écrit quand même ? Ouais, il est crédité au scénario parce qu'il a bossé très longtemps dessus et finalement il y a beaucoup de restes de son scénario dans le film définitif. Mais voilà, il a un peu enchaîné les projets avortés à Hollywood et donc il a fini par se réfugier du côté de la télévision, notamment sur la série Blacklist, dont il est producteur. Il a réalisé le pilote et quelques épisodes et il est resté un petit peu dans ce domaine télévisuel jusqu'à aujourd'hui où il revient finalement au long métrage avec donc ce Boss Level qui là aussi a connu un parcours difficile puisqu'elle a été lâchée par son studio puis finalement, comme tu l'as dit, récupérée par Hulu. Mais donc voilà, parce qu'à la base il devait sortir à la fin 2018 ou 2019, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il a été un peu ballotté de tous les côtés. Déjà lâché, qu'il avait été mis dans un enfer hollywoodien, comme on appelle ça, en 2012 parce que ça plaisait pas assez. Et donc il vient de loin ce film. Et du coup, dans quelle branche est-ce que Boss Level s'inscrit selon toi ? Enfin, c'est assez facile à répondre, mais je vais te laisser développer. Dans son côté plutôt ludique ou plutôt sérieux ? Je crois que ça paraît assez clair vu déjà dès le pitch que tu nous as fait tout à l'heure. On est vraiment dans la lignée de films d'action barrés type Smoking Aces et Stretch. Je trouve qu'il arrive à réitérer les mêmes qualités que ces films-là, puisque c'est quand même assez compliqué au départ. Le concept Un jour sans fin de boucle temporelle, etc., il a été exploité jusqu'à la moelle, épuisé. Encore dernièrement, on avait ce film Palm Springs dont on a beaucoup parlé et dont on a parlé d'ailleurs dans le Saloon. Je vous renvoie à notre émission sur les films de l'été 2020. On parlait de Palm Springs et le concept de boucle temporelle a aussi été utilisé dans le cadre du film d'action. On peut penser à Edge of Tomorrow pour le cas le plus emblématique. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise, comme par hasard, tout est lié. Et malgré tout ça, je trouve que Boss Level arrive à trouver une singularité dans le concept de boucle temporelle et va proposer une vision neuve du principe grâce justement à la patte de Joe Carnahan qu'on retrouve dans ce film-là. Là, l'écriture ludique, on la retrouve dès la scène d'ouverture où on découvre en fait le personnage principal qui est déjà dans la boucle en fait. Ça commence directement, il n'y a aucune explication. Exactement. Il se fait attaquer dès qu'il se réveille. Voilà, il se réveille, il se fait attaquer et puis il explique... À la machette. Absolument, donc réveil un petit peu brutal. Et il explique en voix off qu'il est dans la boucle. On a un peu le même concept que dans Palm Springs, justement, où un des personnages était aussi déjà dans la boucle dès le départ. Là, le héros explique qu'il est à la 139e boucle déjà, donc ça fait un petit moment qu'il est dans le truc. Et donc, il connaît l'enchaînement complet des événements. Il sait exactement ce qui va se passer, à quel moment, justement, on va l'attaquer avec la machette, qui va lui tirer dessus depuis tel immeuble. Et donc, il sait quand est-ce qu'il doit se baisser, etc. Ce qui donne d'ailleurs un côté très, très humour noir à tout ça, parce qu'on le voit anticiper tout, puis évidemment avoir des scènes d'action où tout s'enchaîne super vite, parce que lui, c'est comme un patineur artistique, un peu. Il sait tout par cœur, et puis il y a vraiment... la séquence d'ouverture est assez bluffante au niveau de la mise en scène, en tout cas, ouais. Et de cet humour qui va durer tout le long du film. Ouais, justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il joue là-dessus, et
ça donne d'emblée un décalage parce que justement, lui, il est complètement blasé parce qu'il connaît ça par cœur. Et il raconte qu'il s'est écrasé 22 fois en sautant de la fenêtre avant de réussir à atterrir sur le camion qui passe dans la rue. Il a aussi donné des petits noms aux tueurs qu'il pourchasse à force de les rencontrer. Et c'est non seulement très drôle, mais aussi très efficace, je trouve, parce que comme tu le disais, on perd pas de temps. C'est une entrée en matière ludique et hyper efficace. Et c'est ça pour toute la structure. Parce que par la suite, on aura un montage qui nous montrera des extraits de précédents essais, mais de manière non chronologique. C'est ça qui est intéressant. On commence pas à la première boucle et puis on n'accumule pas la répétition, quoi. On va un petit peu dans le désordre. Et ça permet de présenter les différents assassins qu'il pourchasse, de voir aussi toutes les morts qu'il a subies, parce qu'en fait, si la boucle redémarre à chaque fois, c'est parce qu'il se fait tuer, parce qu'il échoue. Et donc là, on a droit à toutes les variantes possibles. Il est flingué, décapité, brûlé, démembré. Enfin là, Carnahan se fait plaisir à ce niveau-là. Ça, c'est vrai que c'est un côté visuellement super drôle. C'est toute l'imagination que le réalisateur met en place pour tuer son personnage. C'est ça. Il y en a beaucoup et c'est toujours assez fun, puisque on est d'où le titre, dans un univers un peu de jeu vidéo, en tout cas qui respecte les règles du jeu vidéo, pas forcément les codes, en tout cas en partie, mais au niveau des règles, en tout cas, et c'est ça qui donne une certaine lisibilité, puisque tu en parlais avant, de la construction narrative, c'est qu'à chaque fois qu'il revit, il va y avoir attempt numéro 203 ou 400, je ne me rappelle plus combien, voilà, et on va toujours savoir où est-ce qu'on est, à quel moment du film, et je trouve que juste par ce petit... par ce petit élément narratif très très simple et très compréhensible, il arrive à donner une lisibilité assez folle en évitant la linéarité, excusez-moi. Ouais, et je trouve que c'est une grande réussite du film. Et comme tu disais, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il assume vraiment l'inspiration du jeu vidéo, parce que évidemment que le film de boucle temporelle, il y a cette idée du die and retry, donc le mécanisme de jeu vidéo qui consiste à échouer, à répéter et à apprendre. Puis là, il reprend aussi pas mal de vocabulaire de jeux vidéo où justement le héros explique qu'il a réussi jusqu'à tel point, mais quoi qu'il fasse, voilà, il n'arrive jamais à dépasser, par exemple, le lieu du bar, où il s'étonne à quelques tentatives, tiens, ça fait 2 minutes de plus que d'habitude, j'ai jamais réussi jusqu'à ce point-là, j'ai jamais survécu jusqu'ici, etc. Et comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que même si les tentatives sont dans le désordre, on passe de l'essai numéro 152 à l'essai numéro 26, en fait, il y a quand même une progression, une évolution chez le personnage, comme justement dans un jeu vidéo où il doit revivre plusieurs fois la même boucle et comprendre le mécanisme pour pouvoir, s'entraîner aussi pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Il y a d'ailleurs aussi un truc assez drôle à ce niveau-là, c'est qu'à un moment, il comprend qu'il doit lire un bouquin pour savoir comment sortir de la boucle. Et évidemment qu'il ne peut pas se poser tranquille pour lire ce bouquin, parce qu'il continue à être attaqué par une armée d'assassins. Donc il doit lire en affrontant des gens au sabre ou en conduisant en sens inverse sur l'autoroute, etc. Donc là aussi, on a un truc assez ludique. Et il passe aussi par plusieurs phases qui sont celles d'un joueur de jeux vidéo, justement, où il y a la détermination du début, l'enthousiasme quand il réussit à passer à l'étape suivante, le découragement face à la difficulté, l'envie d'abandonner, puis finalement le regain de motivation. Et il tente différents chemins, y compris plusieurs détours qui finalement ne mènent à rien, comme un peu si on était dans un monde ouvert et on tente des choses qui n'ont aucun intérêt, mais qui finalement nous apprennent aussi quelque chose. Et Carnahan arrive à rendre ça jamais répétitif. T'as jamais l'impression qu'on fait du surplace, justement parce que le personnage apprend quand même à chaque coup des nouvelles choses et il évolue. Parce que comme dans tout bon film de boucle temporelle, justement, la répétition, ça permet au héros d'évoluer, de s'améliorer. Et là, on retrouve l'autre facette du cinéma de Carnahan, je trouve. C'est son talent, justement, pour créer des personnages qui ont une vraie consistance, une vraie humanité, et de ménager des moments d'émotion assez inattendus, même au sein d'un film d'action, puisqu'il y a tout ce passage où, après l'introduction, en fait, il y a un truc assez surprenant, c'est qu'il casse un petit moment le principe la boucle, puisqu'on revoit la journée de la veille, donc avant qu'il soit bloqué dans cette boucle, et on le voit retrouver son ex-femme, justement, le personnage de Naomi Watts, et il y a un dialogue entre les deux où, en très peu de répliques, on comprend leur relation, sa relation à son fils aussi, qu'il n'a pas revu depuis longtemps et qui ignore même qu'il est son père. Et là, en quelques petites répliques, je trouve que le personnage prend direct une nouvelle épaisseur et il gagne en humanité. Et ça, c'est un truc qu'on avait aussi déjà dans Smoking Aces, donc Mise à Prix, où tout d'un coup, des personnages de tueurs hyper badass et un peu caricaturaux au premier abord, en une scène, tout d'un coup, ils te révèlent
toute l'humanité qu'il y a derrière. Et on pourrait le critiquer pour ça aussi, parce que le personnage est très, comment pourrait-on dire ça, assez basique en fait. Enfin, c'est le mec qui était soldat, donc il était absent, donc il n'a pas vu son fils sait pas qui il est vis-à-vis de lui, etc. Mais l'intelligence de Carnahan, c'est de ne pas appuyer, de ne pas être trop lourd sur cet aspect-là. Et donc, comme tu le dis, en quelques répliques et en des scènes assez typiques, de donner toute cette épaisseur qui va surtout réutilisé plus tard dans le film, surtout dans le 3e acte. Et je trouve que c'est une des très grandes réussites de ce film. Moi, j'étais complètement pris par ça. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, parce que ça commence en effet comme un film complètement fun. Il y a plein de références. On pourrait penser à Tarantino ou au cinéma d'action des années 90. Il y a plein d'autres dommages par-ci par-là. C'est aussi un cinéma qu'il a aidé à développer, puisque c'est un peu sa patte. Et il y a ces moments où d'un coup il y a un changement de ton et on passe au drame. Encore une fois, pas au drame trop appuyé. Il arrive à gérer ça et à rendre le tout assez subtil. Et en très peu de temps, l'émotion est là et on est complètement touché par ce contraste entre le personnage de badass qui est en fait un cœur en or. Oui, puis c'est assez courageux, je trouve, parce qu'il prend le risque justement de casser un peu le rythme, parce que là aussi, par rapport à la relation avec son fils, je ne vais pas trop en dire, mais il y a tout un moment aussi où le personnage décide d'arrêter, d'essayer d'avancer justement, et on n'est plus du tout dans la succession de séquences d'action où il dézingue l'armée d'assassins qui est à sa poursuite, et tout d'un coup, on a un bon moment du film où c'est des séquences plus intimistes, plus posées, et c'est assez inattendu dans un film d'action, ça. Et encore une fois, qu'ils s'inscrivent super bien dans le film. Moi, c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est qu'il fait pas ça dès le début. Il attend qu'on soit un peu mûr en tant que spectateur pour peut-être en avoir un peu marre de voir des répétitions du gars qui se fait buter. Enfin, voilà. Il y a vraiment une intelligence dans l'écriture et dans le développement de ces personnages, et je trouve que c'est un film à voir pour ça. Mais est-ce que, mon autre question, c'est est-ce qu'il a des défauts ? Parce que on en parle quand même, tu en parles surtout de manière assez positive, ce qu'il le mérite complètement. Mais est-ce que toi, tu as vu quelques défauts ? Parce qu'il a eu, de par le monde, des critiques assez positives, mais aussi un peu négatives, des gens qui étaient un peu il y a pas mal mi-froid. de critiques assez tièdes, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu as pu relever qui n'allait pas ou qui pouvait freiner certains spectateurs ? Alors, je pense que déjà, ce qui saute aux yeux, littéralement, c'est que le budget est très, très, très limité, et on le voit assez rapidement. Les effets spéciaux, il y a pas mal d'images de synthèse assez dégueulasses. Enfin, on a dès la première scène justement un hélicoptère en CGI qui est vraiment pas convaincant. Il y a quelques explosions où on voit la fumée numérique ou les gerbes de sang numériques là aussi. Enfin, la limite du budget se sent. La photo est assez terne aussi, et c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Heureusement, Carnahan compense justement à l'image avec son sens du découpage et sa mise en scène ultra inventive. Mais voilà, les limites se sentent quand même, et fatalement dans un film d'action, ça se ressent d'autant plus rapidement. Je crois que le budget était en dessous des 20 millions. C'était vraiment peu pour faire un film d'action avec l'ampleur et l'ambition que ce film a. Voilà, c'est ça. Et puis, une autre petite déception qu'on peut éventuellement, que moi je peux reconnaître, c'est au niveau du casting, parce qu'il y a un très chouette casting dans l'idée. Moi, j'aime beaucoup Frank Grillo, et là, je trouve qu'il est vraiment parfait dans ce rôle-là. Qui est vraiment un acteur un peu expert des films d'action, parce qu'on l'a vu dans énormément de films. Je pense surtout à Minority Report, où il avait été un peu révélé, entre guillemets. On l'avait vu aussi dans Zero Dark Thirty, donc un film d'action, mais un peu plus intello. On l'a vu aussi chez Marvel, où il jouait Crossbones. Voilà, un agent de Hydra. Quand on regarde sa filmographie, c'est vrai que c'est boum boum pam pam chaque année. Et là, je trouvais qu'il avait une... encore une fois, grâce à son personnage plus développé peut-être que d'habitude, qu'il avait un vrai rôle, qu'il savait jouer en fait, en dehors d'avoir des gros muscles, parce qu'il a des gros muscles. Exactement. Il a l'occasion de jouer à la fois un rôle physique, mais aussi de montrer son sens du timing, par exemple, parce que l'aspect humoristique du personnage, je trouve qu'il le vend assez bien. Donc lui est très bien. Ça fait plaisir de revoir Naomi Watts quand même, parce qu'elle devient un peu rare ces dernières années. En dehors de David Lynch, c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose ces dernières années. Malheureusement. Mais la petite déception que je mettrais, c'est au niveau du méchant, qui est incarné par Mel Gibson. Mel Gibson, il allait rechercher Mel Gibson. Là aussi, ça fait plaisir de le revoir. Et qui est malheureusement un petit peu sous-exploité. Il a une scène excellente, je trouve, où il a un espèce de monologue hyper flippant face à Naomi Watts, où il lui raconte... mais qui est quand même assez typique aussi comme monologue de méchant, mais qui vient assez au début du
film, contrairement à d'habitude. Mais c'est ça, je trouve que ça pose assez bien le personnage. Enfin, c'est un peu caricatural de la manière dont c'est fait. Il est derrière son bureau en train de fumer un gros cigare, mais il y a un jeu de mise en scène où ils sont à distance au début et puis il vient s'asseoir à côté d'elle sur le canapé ou après. Enfin, je trouve que cette scène marche très bien parce qu'elle pose parfaitement le personnage. Il arrive à le rendre angoissant et malheureusement dans la suite du film, ses apparitions elles sont vraiment réduites et le personnage est vraiment sous-exploité. Disons qu'il tient le rôle du méchant d'un jeu vidéo. En fait, tout bêtement, c'est qu'il fait peur puis qu'il est assez. Et encore, avec sa belle barbe, mais c'est tout. Avec le titre, on aurait pu s'attendre à justement un affrontement final. Finalement, le sort de ce personnage à la fin, il est un peu bâclé, quoi. Oui, c'est vrai. Mais le film sort de la logique du jeu vidéo aussi. Ça. Donc c'est peut-être pas inintéressant que ça va en concordance avec ça. Mm. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait Mel Gibson et puis qu'on le voit pas faire plus de trucs. Voilà. Non, moi j'étais ravi de le voir au début et avec cette scène, je me suis dit ça va être d'autant plus fun et malheureusement voilà, petite déception. Et d'autant plus qu'ils avaient déjà tourné ensemble avec Frank Grillo dans le Edge of Darkness de Martin Campbell. Je sais pas si tu te rappelles de ce film qu'il avait fait après Casino Royale. C'est vrai, donc ils se connaissaient déjà, mais c'était dommage, peut-être qu'il y aurait plus de et puis l'antagonisme fonctionne assez bien dans l'idée, mais voilà, un petit peu. Et puis, autre déception au niveau du casting, mais bon, là, c'est un peu moins dommageable, mais Carnahan est quand même allé chercher Michelle Yeoh pour jouer elle se bat vite fait. Enfin, elle joue une spécialiste du sabre que va justement aller chercher le héros pour s'améliorer, pour pouvoir vaincre une assassin qui manie le sabre, justement. C'est même plus un caméo qu'autre chose. C'est un caméo un petit peu cliché, un petit peu caricatural. Et puis, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller chercher Michelle Yeoh pour ça ? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'elle n'avait pas trop de travail. Non, c'est ça. Enfin, voilà, c'était sympa dans l'idée d'aller la chercher. Mais voilà, petite déception à ce niveau-là. Je pense que ces deux acteurs, Yeoh et Gibson, auraient quand même pu avoir des rôles un peu plus consistants. Mais sinon. Et puis, est-ce qu'on parle de Ken Jeong, le senior Cheng de Community, qui là est un barman. Oui. Et qui reprend un peu son rôle, mais qui est... Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir là. Le même personnage, mais oui, c'est toujours assez sympa de le voir. Enfin, moi, c'est un acteur qui me fait toujours beaucoup rire. Donc, Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi que quand tu vois le casting sur l'affiche ou dans le genre générique, en fait, tu te rends assez rapidement compte que c'est Frank Grillo qui est là, qui est vraiment au centre du film. Et c'est pas pour rien, parce que comme je le disais en introduction, il était associé au projet dès 2012, donc dès que ce projet a été mis en route, et il est producteur, d'ailleurs, un des 2 producteurs principaux, ce qui est quand même pas rien. Et donc tout le film tourne autour de lui. Alors est-ce qu'il y a eu des changements en cours de production parce qu'il devait finalement être fait ? Enfin voilà, ça c'est des réponses qu'on n'aura peut-être pas, mais c'est vrai que du coup, vous attendez pas à ce qu'il y ait un film choral avec des acteurs qu'on voit tout le temps. Là, c'est vraiment Frank Grillo qui est là. Retour de Mel Gibson. Voilà, non, ça sera pour on ne sait pas quand. Mais effectivement, d'un côté, c'est pas plus mal que cet acteur-là puisse être vraiment mis en avant parce que voilà, c'est pas une si grosse tête d'affiche que ça. Et effectivement, il en a à en revendre. Et d'ailleurs, c'est peut-être un de ses tout premiers rôles où il a le rôle principal, parce que souvent il servait de second couteau ou genre de juste du gars musclé qui tapait en fait. Alors que là, comme on l'a dit avant, il montre qu'il sait aussi jouer et il le fait très très bien. Et donc on vous conseille, je pense Thibaut, énormément ce film, qui surtout pendant cette période de disette entre guillemets, en attendant que les salles rouvrent. Donc pour rappel, Boss Level est sorti le 5 mars sur la plateforme Hulu, HULU, pour ceux qui ne la connaissaient pas. On vous conseille donc beaucoup ce film et n'hésitez pas à aller nous voir sur les réseaux sociaux, à liker nos pages, à commenter, à partager. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. En attendant notre prochaine émission qui risque d'être tout aussi musculeuse, on vous souhaite... ça va envoyer du pâté. C'est clair. Une belle journée, une belle soirée et une bonne nuit. Ciao, ciao.